Alors, dans le vaste champ du patrimoine religieux, j'aimerais vous présenter 4 objets. Donc, l'ostensoir de la maison Bertrand Parot, présenté dans l'exposition permanente d'art sacré à Boucherville, au Québec. Le grand reliquaire de Saint-Bernard du musée d'art sacré de Dijon, en France. Et le bras reliquaire de Saint-Maur et la statuette Notre-Dame de l'Épine, tous deux conservés au musée d'art sacré de Saint-Mihiel, également en France, donc dans l'est de la France. Donc, j'étais en train de vous présenter 4 objets dans le champ du patrimoine religieux français et québécois. Donc, l'ostensoir de la maison Bertrand Parot, de l'exposition permanente d'art sacré de Boucherville, le grand reliquaire de Saint-Bernard du musée d'art sacré de Dijon, et le bras reliquaire de Saint-Maur et la statuette Notre-Dame de l'Épine du musée d'art sacré de Saint-Mihiel. Donc, ces 4 objets de culte et de dévotion ont un statut patrimonial, une reconnaissance scientifique accompagnée pour certains d'une protection juridique, mais ce n'est pas tout. Ils retrouvent ponctuellement leur fonction d'origine, l'usage liturgique, que ce soit une fois par an pour les 3 objets en France ou une fois par semaine pour l'ostensoir de Boucherville. Ma recherche de maîtrise en 2019 portait donc sur ce phénomène de va-et-vient entre collection et usage liturgique dans les musées et expositions d'art sacré, va-et-vient étonnant au regard de la sécularisation et de la désinstitutionnalisation du monde religieux et également de tous les enjeux attachés à l'objet de collection ou l'objet muséal. Alors évidemment, je ne suis pas arrivée à ces 3 lieux d'études, c'est le musée d'art sacré français et l'exposition d'art sacré de Boucherville, et à ces 4 objets en une journée. J'avais envie de travailler sur des objets religieux qui cristallisent pour moi certains enjeux liés à la patrimonialisation, très actuels, on a pu le voir cette année, également autour de la question de la polysémie, de l'objet collection ou de l'objet muséal. Et je me suis tournée vers le patrimoine religieux catholique, car j'avais envie de travailler sur un sujet franco-québécois et c'était ce qui était à ma source. Alors, comme souvent dans un travail de recherche, j'ai commencé par une revue de la littérature et dans un bulletin du Conseil du patrimoine religieux du Québec, j'ai découvert l'existence de l'exposition permanente d'art sacré de la paroisse Sainte-Famille à Boucherville, inaugurée en 2017. J'ai rapidement fait le lien avec les musées d'art sacré en France et également rapidement, j'ai appris qu'il y avait certains objets conservés dans ces institutions qui retournaient parfois à l'usage. Donc, ça avait très rapidement piqué ma curiosité. Alors, pour succinctement présenter le contexte global dans lequel s'inscrit la recherche, la préservation du patrimoine religieux s'inscrit dans une réalité sociologique, donc de sécularisation et de la désinstitutionnalisation du phénomène religieux. On a la hausse de l'âge des communautés religieuses, donc forcément, ça entraîne moins de personnes potentiellement pour gérer ce patrimoine. Également, il y a une crainte quant à la perte de sens liée à ces collections. Ça, on peut penser aux études de Laurier Turgeon, de Jean Simard. Et donc, rapidement, se pose la question de la relève du patrimoine religieux. Le par qui, où, comment, quoi également. Il y a des auteurs qui se sont vraiment intéressés à définir le champ du patrimoine religieux. Je vous mets quelques titres anthologiques, on va dire, à l'écran. Alors, tous les auteurs, en tout cas beaucoup, s'accordent sur la double dimension cultuelle et culturelle de ce patrimoine, la pluralité des sens et des usages et les multiples acteurs. Beaucoup de recherches portent évidemment sur la difficulté de la conservation in situ, également ensuite sur la muséographie de ce patrimoine. Et dans ce phénomène de va-et-vient, ce qui m'intéressait, c'était d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et surtout de confronter les regards de plusieurs acteurs autour de ce patrimoine. C'était l'avantage d'avoir des objets qui font justement ce va-et-vient, avec toutes les notions charnières que je vous affiche à l'écran, avec notamment la notion de la dimension religieuse du patrimoine culturel développée par Jean-François Lavigne, qui permet d'envisager cette dimension parmi d'autres, et avec ensuite toute la question de son traitement dans le monde muséal et patrimonial. Donc, je suis arrivée aux questions de recherche suivantes. Pour quelles raisons de tels objets qualifiables de mixtes sont-ils encore présents dans le panorama du patrimoine religieux catholique, français et québécois? Quels défis entraînent-ils pour la pratique professionnelle? Dans un contexte où les décisions sur le patrimoine religieux se construisent et se concrétisent, que peuvent apporter ces objets particuliers aux réflexions sur le rapport entre patrimoine et objets cultuels, ici catholiques, dits sacrés? Sacrés entre guillemets, parce que le sacré, en tout cas pour le christianisme, c'est une notion théologiquement
parlant qui peut encore faire débat. Moi, ce qui m'importait, c'était, disons, le regard que lui accordent les paroissiens et les croyants. Alors, pour la méthodologie, elle est basée sur une complémentarité des outils de recherche, avec d'abord la compréhension des lieux d'exposition, de conservation, donc un lieu québécois et 2 lieux français. J'ai eu également accès à des documents internes, parce qu'il y a 2 de ces lieux qui n'ont pas fait l'objet de publications scientifiques, donc que ce soit des conventions, rapports de conception. J'ai mené des entretiens, d'une part avec des professionnels du musée et du patrimoine, et d'autre part avec d'autres acteurs, notamment Jean Castonguay, le marié de la fabrique de la paroisse Sainte-Famille. Et j'ai assisté à des usages, à des sorties de collection. Donc à Boucherville, pour l'ostensoir que je vous ai montré au début, et aux alentours de Dijon, donc dans l'est de la France, pour le reliquaire de Saint-Bernard. Et je me suis entretenue avec le maire qui accueille l'usage du bras reliquaire de Saint-Maur pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, évidemment, pour qu'il y ait une sortie de collection, il faut bien qu'avant, il y ait eu une mise en collection, un retrait du lieu d'origine. Alors, très rapidement, quelques points juridiques sur le patrimoine religieux. Au Québec, c'est un patrimoine qui relève d'une propriété privée. Donc, par exemple, pour l'ostensoir de Boucherville, les objets de la paroisse Sainte-Famille appartiennent à la fabrique de la paroisse. Donc, il y a une certaine unité de gestion. Alors qu'en France, on a un éclatement entre la propriété et l'affectation cultuelle qui découle de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905. On a un étrange compromis français, pour reprendre les mots de Jean-Michel Legnaud. Donc, les objets que je vous présente, qui étaient à l'origine dans des églises paroissiales, des églises appartiennent en fait aujourd'hui aux communes. Alors, la difficulté de la conservation in situ dans les églises, elle est réelle, elle est reconnue, elle est bien cernée. Il y a des choses qui sont mises en place, bien sûr. C'est un environnement qui est difficile à gérer. Il y a également les problèmes de dégradation, de vol, d'autant plus avec ce retrait du phénomène religieux. Mais si jamais on décide de sortir l'objet de son lieu d'origine pour sa préservation, il y a bien sûr plusieurs options, que ce soit des trésors, d'églises, de cathédrales, ou des musées d'art, d'histoire ou autres. En France, assez rapidement, se sont mis en place des dépôts d'art sacré. Le nom est assez équivoque, même si plusieurs auteurs en ont rapidement vu les limites. C'était surtout des asiles, disons, de bonne fortune. On était beaucoup dans du sauvetage, en fait, plus qu'avec une vraie politique de diffusion et de valorisation. Et les musées d'art sacré, comme celui de Dijon ou de Saint-Mihiel, ont pu prendre donc le relais de ces dépôts. Donc, par exemple, à Dijon, inauguré en 1980, 60% de la collection est composée d'objets en dépôt, donc, qui n'appartiennent pas du tout au musée, qui appartiennent encore à la commune, qui sont affectés au culte. Et puis, on est même à 80% de la collection à Saint-Mihiel. Donc, ces objets, ils sont encadrés du coup par une convention qui définit le propriétaire, le dépositaire. C'est souvent les communes qui font la démarche d'aller mettre en dépôt. Et c'est lié bien sûr à un objectif de préservation, mais également de diffusion. Ça a été très net. Donc, par exemple, le maire avec lequel je m'étais entretenue, ça lui tenait à cœur que le bras reliquaire de Saint-Maur, sachant qu'il ne pouvait plus être dans l'église, il y était déjà plus avant même d'être au musée, mais ça lui tenait à cœur qu'il soit exposé. Et c'est la même chose, j'ai eu les mêmes échos au musée d'art sacré de Saint-Mihiel et de Dijon. Alors, pour l'exposition d'art sacré de Boucherville, on est vraiment dans un magnifique cas d'initiative locale de préservation et de valorisation du patrimoine religieux, avec cette partie en fait muséographiée accolée à l'église Sainte-Famille et qui découle d'une conscience patrimoniale qui s'est exprimée par des campagnes de restauration, un inventaire des objets de la paroisse. Et puis, toujours, on trouve l'idée de la diffusion, faire connaître l'histoire du lieu et des objets. Alors, il y a 2 choses qui sont importantes à cerner, c'est que il y a ce qui va autoriser cette sortie de collection aussi facilement. Donc là, ça va être sur le statut assez particulier de ces objets en dépôt en France, et puis l'aspect du projet même et des aspects de propriété liés au cas de Boucherville. Mais il y a ce qui ensuite va motiver l'usage, le pourquoi ces objets et pas d'autres. Et donc, il y a 2 causes majeures. D'une part, on a la valeur mémorielle et affective. Ça, c'est le cas pour l'ostensoir de la maison Bertrand Parot à Boucherville ou des objets du musée d'art sacré de Saint-Mihiel, où vraiment, c'est
par un attachement patrimonial. Et ce moment d'usage liturgique, une fois par an, pour une fête patronale, est vraiment une invention identitaire pour la commune. Parallèlement à ça, pour le reliquaire de Saint-Bernard, relique de Bernard de Clairvaux, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historiographie catholique, on est vraiment sur la valeur spirituelle, c'est-à-dire utiliser la puissance médiatique de ces reliques. Donc, je vous ai mis la petite citation du marguillier de la fabrique de la paroisse Sainte-Famille au sujet de l'ostensoir. C'est vraiment l'amour de l'objet. Les gens l'aiment, ils pourraient utiliser un autre ostensoir, plus petit, mais non, ils préfèrent celui-là. Alors, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de qualifier, de cerner le jeu des perceptions des objets selon leurs différents moments de vie, avec d'une part le statut au sein de la collection, le statut durant l'usage et toutes les réciprocités et dialectiques qui peuvent s'articuler autour de ces objets. Donc finalement, au sein de la collection, ces objets entraînent assez peu de particularités dans la pratique, disons, quotidienne, dans la considération. Leur usage n'est pas forcément indiqué. Il y a quand même certaines anticipations de conservation et de restauration liées au déplacement de ces objets. Et puis, durant l'usage, bien sûr, ces objets deviennent des objets signes, agents actifs de la dévotion des croyants. Et pour arriver simplement à mes conclusions là-dessus, sur ces aspects de caractérisation des objets, on a d'une part une dichotomie des comportements, donc entre le statut cultuel et le statut patrimonial, qui est visible par exemple à Boucherville. Je vous ai mis la citation de la muséologue qui avait travaillé sur le projet. C'est là où tu vois vraiment la différence de l'objet qui est encore en usage, entre les considérations entre le prêtre ou elle en tant que muséologue. Et en France, on a quand même le statut patrimonial qui a pris le dessus. On a un déséquilibre des statuts avec une notion de valeur d'usage adaptée. Certes, il retourne à l'usage, mais par exemple, le reliquaire de Saint-Bernard, donc, que vous avez aussi à l'écran, il y a encore une procession qui est faite autour de cet objet, mais le chemin en a été modifié à la demande des conservateurs des monuments historiques, en raison notamment de la lunule en verre qui accueille en plus la côte du Saint. Donc, mais on peut se poser bien sûr toute la question de ce que chaque statut pourrait apporter à l'autre, et avec bien sûr des objets qui, au contact des croyants, ont une fonction évocatrice aussi pour eux très importante. Voilà, et dans les il reste un petit peu de temps. Et ce sujet, une fois avoir un petit peu mieux compris les tenants et les aboutissants du va-et-vient entre collection et usage liturgique, permettait d'aller vers d'autres élargissements, parce que avec le retrait, en fait, pour la conservation et la valorisation, se posait la question du patrimoine déplacé. Ça, c'est quelque chose qui a énormément intéressé les auteurs, notamment bon, voilà, pour le patrimoine religieux, avec la crainte de la déresponsabilisation aussi de la collectivité. Il y a un attachement patrimonial qui est assez fort, qui est les personnes du musée d'art sacré de Saint-Mihiel ou de Dijon avec lesquelles je me suis entretenue évoquent cela, la réticence, en même temps le besoin ressenti de faire cette procédure de dépôt et la réticence, et finalement le retour à l'usage, la sortie de collection permet à minima de maintenir le lien émotionnel des gens avec ce patrimoine. Ça réengage également le dialogue entre les acteurs, ce qui est une question quand même extrêmement importante pour ce type de patrimoine. Et puis évidemment, avec l'usage et objet de collection sont des notions qui ne font pas toujours bon ménage, même si les choses ont tendance parfois à changer. Et ce va-et-vient, ce phénomène de va-et-vient entre collection et usage liturgique nous invite à penser à la vie non linéaire des objets. Ça, c'est une expression que j'emprunte à Émilie Noteghem, qui a travaillé également sur un autre musée d'art sacré en France. Et à envisager une réversibilité dans les statuts. Et puis, je terminerai simplement, notamment sur tous les enjeux de la sacralisation et liés ensuite à des objets de collection ou muséaux. C'est des questions qui sont revenues avec le colloque de l'ICOFOM fin 2019, donc Musology and the Sacred. Comme je vous disais, c'est assez délicat
de parler de sacré pour des objets catholiques, même si, bien sûr, pour des reliques, on peut parler d'une sacralité intrinsèque. Pour l'ostensoir, c'est, disons, activé au moment du rituel de bénédiction, donc au moment de l'adoration de l'Eucharistie. Mais moi, ça m'a vraiment intéressée dans la... Ce qui compte, c'est, disons, la perception des gens, et je pense que ça nous invite à voir que là, en l'occurrence, le fait que l'objet est une vie muséale, ça n'enlève en rien avec sa puissance de liturgie au moment des fêtes en question. Voilà, j'arrive au bout de ma succincte présentation. J'espère vraiment avoir été claire pour essayer de mieux exprimer ce phénomène de va-et-vient entre collections et usages liturgiques.